Cela aurait été des vacances de printemps père-fille ordinaires à Paris, sans cette fête dans une cour à laquelle nous avons assisté il y a 13 ans. La première fois que j'ai vu Audrey là-bas, je l'ai trouvée sexy. Il s'est avéré que mon père aussi. Ce soir-là, quelque part entre le cliquetis des couverts et les listes de lecture de Charles Aznavour, nos avenirs étaient discrètement en train d'être réécrits. Audrey, la trentaine passée, était l'incarnation de la grâce et du flair artistique. Une scénographe primée pour l'opéra. Et la définition même de la beauté franco-vietnamienne. Ses cheveux étaient retenus par 2 baguettes rouges, et le reste de son corps était moulé dans une robe en satin orange. C'était sa tenue habituelle. Et puis il y avait moi, la vingtaine, en jogging, qui pensait que boire en journée au Louvre était le summum de la culture. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, autour de palourdes au beurre et de suffisamment de chardonnay pour noyer un poisson, le courant est passé entre nous. Sous les étoiles, nous avons partagé son paquet de Benson et Hedges, ainsi qu'une véritable assiette de dîner, pour faire plus de place à table. C'est toujours la femme que tout le monde regarde dans la pièce, ai-je pensé, moi y compris. 1 an plus tard, devant un Starbucks sur Queens Boulevard à New York, quand mon père m'a annoncé qu'il avait une liaison avec une femme qu'il avait rencontrée à Paris, ma première pensée a été « Oh, je vois exactement laquelle ». Audrey était passée du statut d'amie française chic à celui de l'autre femme. Ma deuxième pensée fut plutôt une prise de conscience, mon père disait qu'il était amoureux. Et pour la première fois de ma vie de je sais tout, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Dans la trame de ma fragile image de moi-même, je me voyais comme une championne de l'amour. Je m'enorgueillissais de mon ouverture d'esprit. À l'époque, je me débattais avec les complexités de ma première relation lesbienne. Je vivais avec ma petite amie, et j'observais simultanément le paysage de l'amour se déployer, révélant son parcours d'obstacles fait de triomphes et de tribulations. Quand j'ai rencontré Audrey, elle m'a semblé être un modèle. Elle était un peu plus âgée que moi, talentueuse, et n'avait pas peur d'être elle-même. Témérairement elle-même, même. Une force de la nature dotée d'une confiance inébranlable, mon idée idéalisée de la féminité. Dans le labyrinthe de mon propre cheminement à travers la féminité, la sexualité et l'autonomie, elle était une étoile polaire. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle couchait avec mon père marié. Peu de temps après, au nom de l'amour, mon père a quitté un mariage de 30 ans. Et mon frère de 14 ans est devenu l'homme de la maison alors que ma mère luttait pour s'occuper de sa propre mère mourante qui vivait avec elle, ainsi qu'un collet gériatrique. Avant qu'Audrey ne puisse s'installer à New York, la vie a pris un autre tournant. Mon père a emménagé dans mon studio d'étudiante, que mon ex-petite amie et moi avions abandonné, et par un coup du sort, il a dû subir une lourde opération à cœur ouvert. Avec Audrey toujours à l'étranger, je suis devenue la femme qui l'a aidé à traverser son chapitre suivant. Je plaisantais en disant qu'il ne m'avait désignée comme personne de confiance pour ses soins de santé que parce que tous les autres membres de la famille voulaient sa mort. Tout était brisé. Notre foyer était brisé. Le cœur de ma mère était brisé. J'en voulais à Audrey. Peut-être ne savait-elle pas à quel point les choses allaient mal. Comment aurait-elle pu le savoir? Elle n'était pas là. Peut-être avais-je juste besoin d'expliquer la situation. Une bonne communication peut réparer tous les torts, n'est-ce pas? J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai fait craquer mes doigts, et j'ai écrit à Audrey l'email le plus cinglant possible, un soliloque dramatique de colère et de menace. Objet, juste pour que tu saches. Et je voulais qu'elle sache. Parmi un mélange de grossièreté et de répliques enfantines, j'ai écrit ici. Nous sommes réels, toi tu ne l'es pas. Tu veux sa vie? Tu vas avoir affaire à moi? Je ne pense pas. J'ai conclu par prends soin de toi. Laisse-nous tranquilles. J'étais sûre que ce serait la fin pour elle. Je m'occuperai de mon père et de son cœur, à tous égards. Nous pardonnerions et oublierions. Mon père et moi ne nous tenions pas mutuellement rigueur de nos pires erreurs. Il ne jugeait pas les hommes ou les femmes que je ramenais à la maison, ni moi quand j'ai eu besoin d'avorter. Il était une épaule sur laquelle pleurer, un alibi pour une soirée arrosée, un meilleur ami quand je n'en avais pas. Il m'assurait que l'amour est complexe et suit sa propre logique. Apparemment, Audrey aussi. Mon email n'a servi à rien. Plutôt que de quitter notre vie, elle s'y est installée. Mon père et Audrey ont rempli leur nouvelle maison à Chinatown d'antiquités, de plantes tropicales et de lanternes en soie. Ils s'appelaient Madame et Monsieur, et avaient des peignoirs kimonos à fleurs assorties. Puis ils se sont mariés. Leur bonheur était indéniable, mignon. Et mon père n'avait jamais semblé aussi vivant.
J'étais moi aussi dans une nouvelle relation amoureuse, et j'attendais mon premier enfant. J'apprenais à accepter l'amour sous toutes ses formes. Mais je ne pouvais toujours pas accepter Audrey. Bien sûr, Audrey et moi avions trouvé un terrain d'entente. Pendant 10 ans, nous étions comme deux cuisinières essayant de partager une cuisine sans se regarder. Il y avait une reconnaissance des complexités et des forces de l'autre. Mais ce n'était pas le début d'une grande amitié. Elle était trop jeune pour être ma belle-mère, mais trop mariée à mon père pour être mon amie. Et tout allait quelque chose nous ne boulions page à tout à résulte. Il était en train de mourir. La voie à suivre proposée semblait aussi brutale que la maladie, une amputation interscapulo-thoracique du bras droit, de l'épaule, de l'omoplate et de deux côtes. Cette solution semblait à la fois médiévale et profondément personnelle, et elle n'était même pas garantie de fonctionner. Soudain, Audrey et moi nous accrochions toutes les deux à un homme sans qui nous ne pouvions imaginer une vie. Le 10 novembre, par une journée de New York anormalement chaude au ciel rose, Audrey et moi avons attendu 11 heures que mon père se réveille, amputé d'un quart de son corps. Après l'avoir vu, j'ai pleuré. Audrey m'a serré dans ses bras. Non, m'a tenu, comme jamais auparavant. Comme si nous avions désormais quelque chose que seuls nous deux pourrions jamais comprendre. Une partie de moi la détestait toujours. Mais pendant ces heures-là, elle était tout ce que j'avais. Mon père s'est installé au Memorial Sloan Kettering. Et nous aussi, pour ainsi dire, apprenant à ajuster l'oxygène, à arrêter les bips des perfusions et à gérer les douleurs de membres fantômes. Quelque part entre le moment où les décorations de Noël de l'hôpital sont passées des dindes aux guirlandes, la relation entre Audrey et moi a changé. Notre routine a été ponctuée de whisky sourd dans un bar mal éclairé à 3 paquets de maison de l'hôpital, où nous sommes devenus des habitués, non seulement pour les barmans, mais aussi l'une pour l'autre. Nous étions effrayés, tristes et dépassés. C'est qu'un endroit où l'on se sentait seul. Correction, cela aurait été un endroit où l'on se sentait seul, sauf que nous étions ensemble. J'ai repensé à mon email, lui disant de nous laisser tranquilles. Je me sentais chanceuse de ne pas être sœur. Un minuit, après une longue journée à l'hôpital, Audrey et moi étions assises à rire de quelque chose sous des guirlandes de lumière suspendues sur sa terrasse improvisée. Après avoir fini notre deuxième bouteille de vin, nous nous sommes dit bonne nuit. Je me suis installée confortablement sur le canapé convertible avec ma lobotomie quotidienne de rediffusion de Gilmore Girls. Audrey a glissé dans sa chambre et a fermé la porte. Une seconde plus tard, mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle disait « Je t'aime ». Emoji cœur rouge. « Oh oui, je t'aime aussi », ai-je répondu. Très fort. Quelques jours plus tard, nous étions assises à notre bar, qui sentait les fruits confits et le Clorox. Ou peut-être était-ce nous qui sentions cela. Entre des silences confortables et de petites gorgées, nous avons planifié. Qui irait à l'hôpital demain matin? Qui irait demain soir? Qui appellerait l'assistante sociale? Qui appellerait le service de facturation? J'ai mâché ma dernière cerise. Est-ce que les résultats sont arrivés? Ai-je demandé. Non, pas encore, a dit Audrey. Ils devraient arriver dans une semaine ou deux. Je voulais demander ce que nous ferions s'ils étaient positifs, si l'amputation n'avait pas résolu le problème. Mais la peur de provoquer le destin m'a arrêtée. Au lieu de cela, j'ai dit « Qu'est-ce que vous ferez tous les deux après tout ça ?» Après ça, nous aimerions emménager à Paris, trouver un petit appartement là-bas et vivre. J'ai dégluti difficilement. J'avais toujours eu si peur qu'elle me l'enlève, mais je me suis surprise à espérer qu'ils pourraient partir. Et peut-être le feront-ils. En juillet, mon père, avec Audrey, a traversé tout le pays au volant de ma voiture avec un seul bras. Puis il est parti faire une retraite de yoga en Jamaïque. C'est un homme qui vit.